Dans ce chapitre, nous allons étudier et poursuivre l'étude de la thermodynamique et étudier les transitions de phase pour le corps pur. Alors, ce chapitre est limité, comme le titre l'indique, à la notion de corps pur, c'est-à-dire, comme je le dis ici, un corps qui est composé d'une seule entité chimique. Donc, nous allons étudier les transitions de phase pour l'eau pure, les transitions de phase pour le CO2, les transitions de phase pour, je n'en sais rien, le nickel, mais on évitera les transitions de phase pour des systèmes mélangés. L'étude des systèmes possédant deux composés chimiques sera faite en chimie en classe de PC, c'est ce qu'on appelle les systèmes binaires, et c'est un autre problème. Commençons. Comme j'ai dit, nous allons étudier essentiellement les transitions de phase classiques pour le corps pur. Vous devez bien sûr les connaître, sachant qu'il y a dans l'état classique trois états possibles de la matière. Un état solide, un état liquide et un état gazeux. Le mot gazeux est le mot générique. Parfois on utilise le mot vapeur dans le cas où le corps pur est euh, liquide ou solide dans les conditions habituelles. Autrement dit, pour être assez clair, on ne parle jamais de vapeur de dioxygène. Par contre, on parle de vapeur d'eau, puisque l'eau dans les conditions habituelles est plutôt liquide. Donc on parlera de vapeur d'éther, puisque l'éther est liquide dans les conditions habituelles. Et il se vaporise, et s'il se vaporise, ça fait une vapeur. Euh, Ensuite, vous devez connaître bien sûr les principales transitions de phase, les principaux changements d'état. C'est la même chose, hein. Donc le passage du solide vers le liquide qu'on appelle la fusion, le passage du liquide vers le gaz qu'on appelle la vaporisation, parfois aussi l'ébullition, si elle s'accompagne justement de bulles, le passage du gaz au liquide, donc la liquéfaction, le passage du liquide au solide, donc la solidification, le passage direct du solide à la vapeur ou au gaz qu'on appelle la sublimation, et le passage direct du gaz au solide qu'on appelle la condensation des vapeurs. Ce ne sont pas les seuls états et les seules transitions de phase. À titre indicatif et culturel, je donne d'autres types de transitions, qu'on appelle des transitions de phase aussi, qui sont totalement hors programme. Je rappelle qu'on peut imaginer deux états qu'on appelle ferromagnétique et paramagnétique, et une transition entre les deux. Je rappelle que l'on peut aussi définir une transition entre un conducteur et un supraconducteur à basse température. Il existe aussi des transitions qu'on appelle polymorphiques, qui sont des transitions entre guillemets cristallographiques. C'est-à-dire que c'est des transitions entre deux formes cristallographiques d'un solide. Donc par exemple le passage, mettons, entre une structure CFC et une structure CC, pour ceux qui ont déjà fait le cours de cristallographie. Ensuite, il existe aussi ce qu'on appelle la transition superfluide, qui à basse température permet de passer d'un état normal à un état superfluide, où la viscosité et les frottements deviennent nuls au sein du liquide. Alors c'est essentiellement le cas de l'hélium 4. Et puis il existe aussi un truc qu'on appelle une transition vitreuse, qui sera étudiée, je pense, en école d'ingénieur pour beaucoup d'entre vous, qui est le passage de ce qu'on appelle un solide cristallin à un solide amorphe, mais c'est totalement hors programme. Donc c'est le passage en fait d'un solide ordonné à un solide totalement désordonné. Variance, alors c'est une notion que vous allez revoir en cours de chimie en deuxième année. On va appeler variance, de manière générale, le nombre de paramètres d'état intensifs indépendants. Alors, nous ne rentrerons pas dans des subtilités que vous verrez en chimie l'année prochaine, je n'en ai pas du tout les compétences. On dira simplement que, suivant le fait que l'on soit dans un liquide, dans une vapeur ou dans un mélange liquide plus vapeur, par exemple, le nombre de variables indépendantes n'est pas le même. Si l'on appelle V la variance, dans le cas du corps pur, cette variance vaut... Alors, dans le cas d'un corps, effectivement, ça vaut C plus 2 moins phi. C'est-à-dire si on note phi le nombre de phases, et C le nombre de constituants, ici comme il vaut 1, donc ça nous donne une variance qui vaut 3 moins phi.
Alors, ça veut dire, cette variance signifie, est-ce que l'on peut choisir librement la pression du gaz ou la pression du liquide? Est-ce qu'on peut choisir librement la température du gaz, la température du liquide? Est-ce qu'on peut choisir librement le volume molaire ou le volume massique eh bien, de ce gaz ou de ce liquide? Alors on peut faire un exemple très simple, si on applique la formule. Si on se place dans le cas d'un corps monophasé, c'est-à-dire un corps qui est dans une seule phase, liquide, et bien dans ce cas-là, la variance vaut 2, si on fait le calcul. Ça veut donc dire que dans un liquide, on peut choisir indépendamment, par exemple, la température et la pression. Donc, si l'on a maintenant une température de 50 degrés pour de l'eau, on peut toujours modifier la pression. On peut modifier la pression dans un certain domaine de valeur sans que l'état change. Et on peut le faire indépendamment. Dans le cas d'un corps pur diphasé, on constate que la variance vaut 1. Autrement dit, dans le cas d'un corps pur diphasé, la pression et la température sont reliées. Nous verrons que, justement, c'est ce qu'on appelle le problème de la pression de vapeur saturante. Et dans le cas d'un corps triphasé, c'est-à-dire dans le cas d'un corps où il y a à l'équilibre eh bien, un liquide, une vapeur et un gaz, un solide, un liquide et une vapeur, ou un solide et un liquide et un gaz, ben dans ce cas-là, le système est zéro variant, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien choisir. Autrement dit, ce point-là qu'on appelle le point triple est unique. Il n'existe qu'une seule valeur de la température et qu'une seule valeur de la pression qui réalise le point triple de l'eau. Et on les connaît d'ailleurs. Comme d'habitude, nous allons définir un certain nombre de grandeurs. Par souci de comparaison, nous allons introduire des grandeurs par unité de masse, donc massique. On va définir le volume massique en mètres cubes par kilogramme comme étant petit v égale grand V sur m. Et donc, attention, hein, toutes les grandeurs minuscules seront globalement des grandeurs, massiques, et les grandeurs globales sont plutôt des grandeurs avec lesquelles j'ai pris une majuscule. L'énergie interne massique, pareil, ce sera l'énergie interne divisée par la masse. L'entropie massique, ce sera l'entropie divisée par la masse. Une petite remarque, lorsque l'on passe d'un solide à un liquide à une vapeur, globalement, le désordre augmente. Et donc, sauf cas exceptionnel, l'entropie d'un solide est inférieure à l'entropie d'un liquide, qui est inférieure à l'entropie d'un vapeur. Effectivement, dans le cas d'un gaz, dans le cas d'une vapeur, eh ben, c'est le bordel, hein, et donc l'entropie est énorme. De la même manière, sauf quelques cas que nous reverrons, eh bien, le volume d'un solide, généralement, est plus petit que le volume du liquide correspondant. C'est-à-dire que si je prends du fer et que je le fonds, bah, le volume massique du fer liquide est plus grand que le volume massique du fer solide. Et que quoi qu'il arrive, si je construis la vapeur métallique associée, si je chauffe pour obtenir la vapeur métallique associée, eh bien, le volume massique de la vapeur est très grand. C'est-à-dire que ces deux-là sont comparables, mais sont très inférieurs à la troisième. On a généralement un changement de l'ordre de 10 puissance 2 à 10 puissance 3. Un exemple tout bête, le volume massique de la vapeur d'eau est plutôt de l'ordre de... alors là j'ai un trou de mémoire, est plutôt de l'ordre de... donc ça fait 1 mètre cube par kilogramme, alors que dans le cas du volume massique du liquide, on est plutôt de l'ordre de 10-3 mètres cubes par kilogramme, puisque c'est l'inverse. Alors, une petite remarque, hein, le volume massique est bien sûr l'inverse de la masse volumique. C'est comme ça que je retiens le truc. Donc, si on sait que le volume massique est l'inverse de la masse volumique, bah, la masse volumique de l'eau liquide, c'est à peu près 10 puissance 3 kg par mètre cube. Et donc, ça vous donne un volume massique qui est de 10-3. Continuons. Dans ce chapitre, nous allons, dans bien des cas, essentiellement avoir une attitude descriptive, puisque c'est finalement assez difficile à modéliser. On va étudier ce qu'on appelle un diagramme qui donne eh bien, l'équation d'état
je reprends mes termes. Supposons qu'on arrive à représenter eh bien, la fonction qui relie mathématiquement la pression et le volume et la température. C'est-à-dire l'équation d'état du corps étudié. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que si on la représente dans un espace pression, température, volume, eh ben on a une surface très complexe qui est ici. Alors, on va s'intéresser, on voit qu'il y a différents domaines. Alors, ici, en fait, on vous indique le domaine du liquide, le domaine du gaz, le domaine, alors ici, on voit le point critique, qui est le point qui permet de passer d'un mélange liquide-vapeur à un état hypercritique. Vous avez le solide qui est là, et vous avez un certain nombre de phases transitionnelles. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez qu'ici, on a le liquide, ici, on a le gaz, et entre les deux, on aura ce qu'on appelle la zone de saturation, qui est la zone liquide plus vapeur. Alors, en 3 dimensions, donc c'est ce que j'ai appelé ici la vapeur humide. En 3 dimensions, c'est toujours un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être un peu plus simple. On va se concentrer d'abord, dans toute la suite, sur le mélange liquide-vapeur, mais tous nos raisonnements pourraient s'appliquer aussi au cas des autres transitions de phase. Donc, on va étudier la transformation, l'équilibre entre le liquide et la vapeur. Et on va d'abord se placer soit dans l'espace pression-volume massique, soit dans l'espace pression-température. Si on fait une projection dans l'espace pression-volume massique, eh bien on obtient ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron, qui est ici. Alors ici, il est là, et je vous ai représenté un certain nombre de choses. Dans ce diagramme de Clapeyron, je vais tout de suite le commenter en disant que, à gauche, c'est la zone où, en fait, où le volume massique est élevé, c'est le liquide. À droite, c'est la zone qui correspondra plutôt à la vapeur. Entre les deux, c'est la zone de transition, c'est la zone de saturation qui correspond à un équilibre liquide-vapeur. Autrement dit, si on se place au niveau du point M, pour la pression P, pour une pression qui vaut la pression du point M, ce volume massique-là, et la température de 373 Kelvin, eh bien, on est dans le cas d'un mélange liquide-vapeur. On voit ici qu'il y a un point très important qu'on appellera le point critique, qui est le point qui va délimiter une zone qu'on appellera la zone hypercritique. Je vais maintenant commenter et vous donner le vocabulaire que vous devez connaître. On appelle vapeur saturante le cas d'une vapeur qui est en équilibre avec le liquide. Alors une vapeur saturante se trouve dans cette zone-là, donc à l'intérieur de cette courbe-là, qui est la courbe rouge et la courbe noire. Donc c'est entre le point A et le point B, donc c'est toute cette zone-là. C'est une zone qui correspond à un mélange liquide-vapeur. Et cette vapeur est saturante. Si l'on se trouve au-delà de cette droite, et entre cette droite, alors si on se trouve entre la zone en pointillé ici et la zone bleue, on obtient une vapeur que l'on qualifie parfois de vapeur sèche, c'est-à-dire c'est une vapeur dans laquelle il n'y a aucune goutte de liquide. Si on se place à gauche, on obtient le liquide non saturant, c'est-à-dire c'est un liquide dans lequel il n'y a pas de bulle de vapeur. Si maintenant on se place sur cette courbe-là en bleu, on remarque que c'est ce qu'on appelle une isotherme. Cet isotherme, c'est l'isotherme correspondant à 100 degrés Celsius ici, 373 Kelvin. Imaginons que l'on prenne un corps vapeur, donc de la vapeur d'eau, à 373 Kelvin, et que l'on parte d'une densité qui est très faible, d'un volume massique qui est très élevé. Et supposons que je la comprime de manière isotherme. Eh bien, je vais suivre cette courbe en bleu. J'arrive au point B. Au point B apparaît la première goutte de liquide. L'ensemble des points qui sont ici en tiret noir correspondent à l'ensemble des points où le liquide va apparaître. Cette courbe, on va l'appeler la courbe de Rosé. C'est la courbe de Rosé, R-O-S-E accent E. C'est ce qui permet d'apparaître la première apparition finalement du liquide. Donc la courbe de Rosé. Et puis, si je poursuis, eh bien, j'obtiens ce qu'on appelle un palier de vaporisation.
palier de vaporisation parce que je vais de la droite vers la gauche. Si j'étais allé de la gauche vers la droite, j'aurais eu un palier de liquéfaction. Palier de vaporisation. Et si je continue à comprimer, eh bien, j'obtiens au point A la dernière bulle de vapeur qui disparaît. J'ai maintenant un liquide qui est à la limite de la saturation. Et si je poursuis la compression, eh bien, le liquide, ici, comment dirais-je, le liquide reste liquide, il est toujours liquide, simplement il est comprimé. A l'inverse, si je partais d'ici et que je faisais une détente isotherme, eh bien j'ai d'abord un liquide qui va se détendre et la première bulle de vapeur va apparaître au point A. Cette courbe, la courbe en rouge, on l'appelle la courbe d'ébullition. L'ensemble de la courbe d'ébullition et de la courbe de rosée, ça s'appelle la courbe de saturation. Elle délimite la zone de saturation. Et si, pareil ici, si je fais une détente, ben j'ai d'abord le liquide, progressivement le palier de vaporisation, et puis après, en B, la dernière goutte d'eau liquide disparaît et j'obtiens une vapeur sèche. Intéressons-nous à un point. Vous remarquez que, au départ, j'impose la température. Je dis, voilà, je fais une compression, une détente isotherme. Et dans les premières phases, par exemple ici ou bien là, eh bien, la pression varie. Donc vous voyez ici que la pression varie. Alors c'est assez logique, c'est la notion de variance. Dans le premier cas ici, liquide, je sais que la variance vaut 2. Et donc, ça veut dire que la pression et la température sont indépendantes. Ça veut dire que lorsque j'impose la température, la pression peut tout de même varier. Et donc, en faisant la compression à la détente, eh bien, la pression va diminuer, bien que j'ai bloqué la température. De la même manière, quand j'étais parti d'ici pour remonter jusqu'au point B, comme j'étais dans le domaine de la vapeur sèche, la variance valait aussi 2. La pression et la température sont indépendantes, et donc, bien que j'avais bloqué la température à